Alors, Monsieur Glasset, vous êtes sociologue à l'Université de Lausanne, maître d'enseignement pour le laboratoire d'études des sciences et des techniques, pour le laboratoire des cultures et humanités digitales, observatoire des sciences politiques et de la société, et parce que vous vous ennuyez un petit peu, vous avez repris la direction du Musée de la Main à Lausanne. C'est un espace qui associe sciences, santé, société, technique, technologie et culture. Alors, voyons ce que vous avez à nous dire comme digital migrant par opposition à digital native. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour cette invitation à venir échanger avec vous pendant les minutes qui suivent autour de cette question du numérique. Alors forcément, ça serait une gageure ici de vouloir faire un tour complet des enjeux de société qu'incarne le numérique, même de traiter de manière exhaustive toutes les transformations que le numérique peut induire dans nos différentes facettes de notre vie à venir. Et quand on parle de l'avenir, on ne parle pas d'une échelle de 10-15 ans, mais peut-être même déjà dans quelques années. Et voilà, donc ce que je vais vous proposer, ce sera plutôt un tour d'horizon de certains enjeux, mais qui vont, d'après moi, assez bien rentrer en écho avec justement les enjeux de la définition d'une citoyenneté numérique, d'une certaine manière, et en creux, et en partant peut-être des observations qu'on peut faire en étudiant le numérique, quels sont les enjeux afin d'être en capacité d'être acteur de ces évolutions, de ces changements, ou même des pratiques que nous avons. Donc, d'une certaine manière, le menu que je vous propose, ça c'est des entrées de chapitres, est un peu le suivant, d'aborder assez rapidement quand même la question de la place du numérique dans notre société, de la manière aussi, dans un deuxième temps, de constater comment nous présentons au monde au travers du numérique et comment le numérique a bien évidemment changé notre manière d'interagir avec les autres, d'exister pour les autres, de construire notre identité, j'y reviendrai, et puis aussi de poser dans un troisième temps, mais dans un cadre, vous verrez, assez complexe des mutations technologiques qu'on peut observer, la question des formes d'apprentissage. Alors bien évidemment, ça restera ici à l'aune d'ouverture et de propositions sur comment on peut essayer de commencer à réfléchir sur des compétences nécessaires dans ces environnements que je vais essayer de décrire ici. Donc, par où commencer? Alors, où commencer, forcément, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas ici faire un historique du numérique, ce serait hors de question, mais j'ai quand même pensé qu'il était important d'utiliser ne serait-ce qu'un slide pour, d'une certaine manière, restituer une espèce d'épaisseur temporelle aux transformations numériques que nous évoquons et dont les médias, mais aussi maintenant les autorités nous parlent. Et pour essayer de montrer qu'en fait c'est une histoire qui est déjà assez longue. Elle est assez longue, peut-être pas sous la forme que nous la connaissons aujourd'hui, des réseaux sociaux, du web ou des choses encore plus innovantes dont on parlera tout à l'heure, mais en préparation, en gestation, en pré-conception. C'est dans les années 60 déjà qu'on voit apparaître les premières, on remonte même à une préhistoire, mais on voit apparaître des manières d'envisager le numérique. Et là, je donne juste deux exemples. Un exemple d'un jeu de console des débuts des années 70, où des gens se projetaient dans des univers imaginaires, mais par le truchement simplement de carrés blancs qui couraient à travers un écran. Et ce qui était extraordinaire avec cette première version de console jeux vidéo, vous pouviez faire des courses de voitures, du golf, du tennis. Il suffisait de prendre dans la boîte la feuille transparente qui était mise à disposition, vous la colliez sur la télévision et vous déplaciez toujours les petits carrés blancs qui sont là, mais en essayant de suivre le parcours du circuit. Pourquoi je vous donne cet exemple-là? C'est qu'en fait, le numérique, c'est aussi quelque chose qu'on a rêvé avant de commencer à le réaliser. Il y avait presque une aspiration à cette magie du numérique telle qu'on le fantasmait sans cesse. Alors ça, c'est une partie de l'histoire. Et puis l'autre histoire, que évidemment je raccourcis fortement ici, c'est toute la question, on pourrait dire, de la domestication de ces technologies. Il est assez fascinant de voir comment, de manière systématique, les acteurs même du numérique, là on parle des inventeurs des dispositifs techniques, des grandes entreprises qui les ont mis en œuvre, ont été systématiquement incapables de voir les applications qu'elles pouvaient avoir dans la société.
Et donc, on a aussi une histoire parallèle de ce numérique qui est petit à petit l'invention de ces usages, mais aussi la construction d'un besoin, d'une demande. Et la deuxième image que vous voyez ici, je me suis toujours demandé comment on pouvait interpréter un extraterrestre qui débarquait sur Terre en voyant ces images-là. C'est pas une grève, c'est pas une manifestation, c'est pas l'accueil d'une équipe sportive gagnante, c'est la sortie d'un nouveau modèle de téléphone portable. Et se dire, mais à quel moment, je veux dire, ces objets que nous avons, pour la plupart d'entre nous, dans nos poches ou dans notre environnement, sont devenus à ce point-là presque des fétiches des temps contemporains. À quel moment on les a parés de ces valeurs symboliques, des images de distinction, et on voit que maintenant il n'est pas rare que des entrées de gamme, ces produits coûtent plus d'1 millier de francs, ce qui montre aussi que c'est tout un travail de marketing, pour le dire très rapidement, qui s'est aussi imposé dans la manière que nous avons, peut-être un peu trop rapidement, de considérer la nécessité de ces outils, leur forme et leur place dans notre vie. Alors, c'est trop rapide de le dire ainsi, mais je pense que c'est quand même important de l'ancrer. C'est pas du jour au lendemain qu'on s'est retrouvé nanti de ces appareils dans notre environnement. Il y a tout un travail de préparation. Mais maintenant qu'ils sont là, j'avais envie de dire, ils sont bien là. Et ce qui est aussi une des caractéristiques peut-être frappante du monde dans lequel on est, c'est à quel point on pourrait presque parler d'une forme de colonisation de l'intimité par ces dispositifs numériques. Quand vous regardez, quand vous discutez avec des spécialistes de l'usage trop intensif du numérique, souvent, et il y a d'autres dimensions, mais souvent une des dimensions qui revient, c'est notamment la privation de sommeil. C'est le fait que peut-être on va faire passer ces écrans qui nous accompagnent dans toutes les activités de notre quotidien avant d'autres besoins, qui sont suivis justement des fois de dialoguer avec quelqu'un d'autre, de se nourrir ou de dormir. Et c'est assez flagrant, et des études qui montrent que, bien évidemment, il y a énormément de gens qui vont consulter leur téléphone alors qu'ils sont à table en train de manger, alors qu'ils sont en train qu'ils sont à la toilette, aux toilettes, ou alors qu'ils sont même en train de suivre un culte religieux. Et c'est comme si, d'une certaine manière, il n'y avait plus, ou en tout cas, nous sommes dans un moment dans lequel il n'y a plus de lieu qui serait un ailleurs par rapport à cette connexion numérique. Et ça, c'est quand même des modifications qui nous ont été apportées avec le téléphone, le smartphone, qui n'étaient pas si évidentes que ça, ne serait-ce qu'il y a une quinzaine d'années en arrière. C'est un des phénomènes sur lesquels je voulais insister. Mais bien sûr, cette connexion, elle n'est qu'une des dimensions du numérique, mais elle a aussi un effet transformateur de dimensions qui, elles, ne sont pas numériques. Je vous donne un exemple, c'est notamment, chaque année sont publiés des chiffres du nombre d'accidents de piétons qui sont liés à l'inattention des personnes qui ont leurs yeux rivés sur leur téléphone portable. Et c'est par centaines, et c'est un vrai problème de santé publique, que cette attention captée par des dispositifs numériques. On pourrait dire, et si j'accentue un peu le terme, on est à une période de crise de l'attention parce que ces systèmes portables sont véritablement des machines de distraction massive, de captation de notre attention, et les géants du web, j'allais dire, ne négligent aucun effort pour tenter de nous garder dans cette captation. Alors on pourrait imaginer quelle serait une société où on échapperait à cette structure. Voilà une ville en Chine qui a tenté un aménagement urbain où à côté des pistes routières, des pistes cyclables, vous avez la piste pour le téléphone portable et la piste pour les gens qui marchent, j'allais dire, normalement, mais c'est pas si évident que ça. Et cela, ce n'est qu'une des transformations, alors elles sont multiples, hein, je vais les esquisser simplement ici, mais de la réappropriation de l'espace physique. Ce que j'essaye de dire ici, c'est que l'espace physique n'est pas un ailleurs du numérique. Pendant très longtemps, on avait vécu avec cette opposition entre le réel et le virtuel, qui paraît assez obsolète quand on regarde les pratiques actuelles, car c'est sans cesse que le numérique transforme l'environnement physique dans lequel nous sommes. Alors ça, c'est un exemple peut-être un peu futuriste, qui date quand même de quelques années. C'est une manifestation holographique en Espagne. À partir du moment où les gens n'avaient pas le droit de se retrouver physiquement pour protester contre une loi qui empêchait les gens de se retrouver physiquement, voilà une forme de défilé holographique, mais donc une superposition numérique sur l'espace physique. C'est quelque chose que on a tous vécu, pour ceux qui ont des enfants ou qui sont curieux, avec l'invention ou le phénomène de mode il y a quelques années autour des Pokémon Go, avec tout de suite des questions qui apparaissent
manière assez fascinante, c'est à qui appartient cette couche numérique qui habite l'espace physique. Ici, vous avez deux exemples, j'allais dire identiques, mais très différents. Identiques pourquoi? C'est des monstres de Pokémon Go qui apparaissent dans des lieux, en l'occurrence de musées. Mais un des musées, c'est un musée de l'aviation aux États-Unis, l'autre, c'est un musée de la mémoire de la Shoah. Et on peut bien comprendre que la dimension ludique du premier, ou qui peut intéresser, elle est problématique dans le second cas. Et on a beaucoup d'exemples de conflits, on va dire, sur cette propriété de la dimension géolocalisée du numérique par rapport à des réalités, à des patrimoines, à des enjeux, à des circulations historiques et des lieux de mémoire. Il y a des interdictions qui ont dû être faites pour, on parlait des commémorations de la Première Guerre mondiale, en France notamment. On a toute une partie du territoire qui ont été des zones dans lesquelles les monstres de Pokémon Go ont été bannis. Mais ça s'applique à, ça c'est un exemple, j'allais dire, anecdotique, pas seulement, mais ça s'applique à énormément de domaines d'activité. On peut penser aussi aux photos satellites, etc. Alors pourquoi j'amène ces éléments-là? C'est pas pour parler des jeux vidéo, même si ce sera un sujet très intéressant et qui me passionne, mais c'est vraiment pour dire que cette granularité du rapport entre le monde et ces outils numériques, elle s'affine de plus en plus. Ici, vous avez une représentation allégorique, mais qu'on retrouve sans cesse, que j'ai vraiment pris au hasard sur le net quasiment. C'est cette promesse, mais qui est une promesse qui devient de plus en plus une réalité, c'est que, en définitive, c'est chaque élément de notre quotidien qui potentiellement, si ce n'est déjà le cas, est connecté. C'est cette fameuse promesse du frigo qui pourrait commander tout seul ce qui vous manque, mais c'est déjà aussi des voitures, c'est déjà aussi un certain nombre de dispositifs qui, sans cesse, pour pouvoir fonctionner, doivent échanger des données et ce faisant, disons d'une certaine manière, construisent sans cesse un lien entre le numérique et l'espace physique. Et ça pose la question des enjeux de cette traçabilité comme une des dimensions peut-être critiques de l'univers dans lequel nous nous embarquons, nous sommes déjà, avec toutes les fonctions qu'on peut imaginer. On parle beaucoup maintenant de médecine de précision ou de santé personnalisée, pour utiliser une autre terminologie, ou du quantified self, la manière de pouvoir mesurer en tout temps ce que l'on fait, et que le fait de prendre simplement en main cet appareil, c'est déjà envoyer des données à certains des opérateurs de ces systèmes. Alors là, ce que je vous dis n'est pas si original que ça, mais ce qui est intéressant, et c'est peut-être là le sens de ma proposition, c'est de voir comment, quand l'ensemble de ces dispositifs qui nous tracent commencent à mutualiser leurs informations, dans quel type de société nous sommes, ou qu'est-ce qui se passe. On commence à avoir des indices. Vous regardez, ça date déjà il y a quelques années, cette publicité pour une compagnie d'assurance qui, si vous utilisez cette application et que vous faites un certain nombre de pas pendant l'année, elle est encline à vous donner une ristourne par rapport à votre prime d'assurance. Vous avez exactement le même modèle par rapport au permis de conduire des jeunes conducteurs ou conductrices. Et on est encore dans un univers dans lequel ces choses-là sont incitatives, volontaires, mais la question se pose à quel moment ces traçabilités liées à des on pourrait dire des volontés de discipliner des corps ou de favoriser certaines pratiques, parce qu'après tout, on peut imaginer que c'est pour la santé des personnes, et incidemment pour qu'elles tombent moins malades, et donc que le modèle économique de l'assurance soit plus profitable. À quel moment on bascule dans quelque chose qui sera plus une injonction, voire une obligation? Et on pourrait, tout le système de notation, la manière de donner son avis, mais aussi d'agréger ses notes, pour en faire, alors dans certains exemples qui sont cités ici, produire des nouvelles séries télé qui sont l'agrégation de toutes les validations faites par le spectateur et de leur comportement et beaucoup d'autres éléments, mais aussi l'influence que peuvent avoir ces notations et l'agrégation d'un certain nombre de facteurs sur les prestations qui vous sont offertes. C'est des choses qu'on observe et c'est aussi des choses sur lesquelles activement il y a des tentatives de réalisation. Ça c'est un exemple chinois qui est assez souvent cité maintenant, Sésame, où il s'agit d'un score social. Ici, vous avez l'arborescence de l'ensemble, en tout cas une tentative d'interprétation de l'arborescence de l'ensemble des facteurs qui va déterminer une note. Et cette note, un peu comme dans un épisode de Black Mirror bien connu, va déterminer un certain nombre de possibilités que vous avez, si vous avez des amendes, si vous vous comportez bien, ou si au contraire vous avez certains problèmes. Que vous soyez un individu, dont on parle souvent, mais aussi que vous soyez une entreprise, vous avez un score qui va vous ouvrir ou pas certains possibles.
Alors, on est encore dans la phase pilote à l'heure actuelle, à ma connaissance, hein, mais ça pose fondamentalement la question d'un monde dans lequel cette traçabilité, elle est vraiment mise au service d'une forme de contrôle. Et d'ailleurs, d'une manière plus générale, je dirais, ça pose la question des hiérarchies du big data, à savoir, on pourrait faire une typologie d'acteurs un peu rapide, mais quand même qui paraît importante, entre ceux qui génèrent des données, des fois sans le savoir, et nous en sommes un peu tous, faisons partie un peu de ce groupe-là, ceux qui possèdent les moyens de les collecter, et qui arrivent soit à les recueillir directement, soit à en acheter et à les agréger. Ceux qui ont les compétences pour les analyser, ce n'est pas forcément les mêmes, hein, il faut encore être capable d'en faire quelque chose. Et puis surtout, la dernière catégorie, c'est ceux qui, au travers de ces traitements de données, sont capables d'agir sur le monde. Alors ces catégories ne sont pas mutuellement exclusives, mais elles sont clairement des niveaux de pouvoir, on peut le dire comme ça, assez différents, pour lesquels il faut sans doute commencer aussi à réfléchir sur le développement de notre société. Comme je l'ai dit, c'était un peu une longue, un peu trop longue, mais quand même rapide entrée en matière sur l'emprise du numérique. Dans ce second temps, j'aimerais tout aussi rapidement, malheureusement, parler de la question de la présentation de soi par rapport à l'univers. J'évoquais en début à quel point ces techniques de communication étaient rentrées dans notre quotidien, j'y reviens pas, mais on peut faire presque le pari que ces trois jeunes filles sont peut-être en train de discuter entre elles, en définitive, plus avec une autre personne qui n'est pas forcément là, et que l'intérêt de ce système de communication, c'est peut-être d'exclure le pilote du véhicule, avec qui elles n'ont peut-être pas envie de dire certaines choses. Et il y a toute une dialectique entre la manière de partager, mais aussi de cacher, qui est centrale dans la compréhension des dynamiques sociales du web, et pas seulement chez les deux adolescents. Pour autant, et là je suis aussi très succinct, ce qui, moi, me paraît important, c'est de voir qu'est-ce que ça change que d'utiliser ces dispositifs techniques, et la manière la plus synthétique de le dire, souvent on nous parle du comportement, notamment des jeunes utilisateurs, comme une vision très égocentrique, comme s'ils passaient leur temps à se regarder dans un miroir. C'est peut-être pas faux, mais c'est qu'une partie de la réalité, c'est que ce miroir n'est pas une surface plane et réfléchissante, ce miroir, il est composé par l'avis de milliers d'autres, de milliers c'est peut-être un peu exagéré, de plusieurs, de dizaines, ou dans certains cas de milliers d'autres personnes qui leur renvoient un feedback. Exister dans cet univers-là, c'est être en capacité de générer des traces qui vont susciter des réponses de la part des autres. J'avais des collègues sociologues à Fribourg qui montraient comment pour un adolescent à l'époque qui utilisait certains réseaux sociaux, le pire qui pouvait arriver, alors le scénario positif, c'est que le message qu'il poste suscite beaucoup de commentaires élogieux, intéressants. Des fois ça se passait mal et qu'il y avait plutôt des attaques et c'était dur, mais le pire, c'est de se mettre dans un dispositif comme ça, mais qui ne suscite aucune réponse. Parce que tout d'un coup, c'est la question de la preuve, on pourrait dire presque de son existence. Dans un monde où tout est trace numérique, ne pas générer des réponses de traces numériques, est-ce que c'est pas, d'une certaine manière, être avec une crise d'identité? Et bien évidemment, tout ça n'est pas tombé du ciel, hein, tout ça c'est une production mécanique. Ces plateformes sont des produits, sont des outils, c'est des machines, on peut les appeler comme telles, hein, qui ont été pensées aussi comme des formes de concours de popularité. Si vous regardez le blueprint, le projet initial ou les versions antérieures de Facebook, c'est, j'allais dire, que ça. Certaines versions sont vraiment que ça. Et ce sont aussi des dispositifs qui mettent évidemment beaucoup de valeur à la capacité de laisser ces traces. On peut considérer aussi que c'est une forme assez étroite de communication, mais qui non seulement a été très bien investie par la plupart des utilisateurs, mais surtout, souvent, ces traces-là sont les conditions sine qua non de l'utilisation de ces plateformes. Et qu'est-ce que cela génère, en allant ici un peu aussi assez rapidement, mais ça va générer un certain nombre d'attentes par rapport à ce mode de communication basé sur ces échanges mutuels de validation par trace numérique. Et ces attentes, eh ben, justement, elles sont aux prises des accélérations qu'on mentionnait dans le titre. C'est après combien de temps il est normal de recevoir une confirmation d'un nouveau message. On a pu voir dans des études aux États-Unis qui montraient qu'entre deux jeunes adolescents, s'ils envoyaient un message, si dans la demi-heure, la personne avec qui on était en relation ne répondait pas, la seule interprétation possible, c'est que cette personne était en train de faire la tête.
parce que ce n'était pas le fait qu'elles soient occupées à être en salle de cours ou chez ses parents ou je ne sais quoi, ou travailler, c'est qu'en fait il y a une surinterprétation aussi de ces latences qui sont issues du numérique. Et alors, sans là encore rentrer dans tous les détails, mais on voit apparaître un florilège de mots pour décrire ces mots de l'accélération, MAUX de l'accélération, dans une société de connexion quasi permanente. Alors le fear of missing out, la peur de louper quelque chose, de rester connecté parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer en ligne. On sait qu'une partie non négligeable des utilisateurs de tout âge vont reconsulter les réseaux sociaux avant même de sortir de leur lit le matin parce que justement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça devient un réflexe. Il y a aussi le mystery of missing out, la surinterprétation de l'absence d'un signal pour dire mais ça fait 2 jours que cette personne n'a pas émis une trace numérique d'une sorte ou d'une autre, est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle me fait la tête? Enfin, je veux dire, on trouve ces interprétations-là aussi. Et puis on voit apparaître plus récemment, mais c'est pas inintéressant de souligner aussi, le fear of Fauji. Alors il y a toute un bestiaire, on pourrait dire, de ces néologismes qui n'ont de valeur que presque comme illustration anecdotique, mais le fear of joining in, c'est des gens qui anticipent tellement la charge que ça va être de roncer sur une plateforme numérique qu'ils ne veulent pas y aller. Parce qu'ils savent qu'à partir du moment où ils y rentrent, ils vont devoir rentrer dans un système de sollicitation mutuelle, de validation croisée, dont on ne peut pas se soustraire à moins d'assumer le fait que ça peut être interprété justement comme une façon de mettre à l'écart les personnes. Et donc il peut y avoir un plaisir à s'extraire de ce monde numérique qu'on voit apparaître dans certaines même maintenant offres touristiques. La promesse, c'est une promesse de la déconnexion. Alors là, il y aurait beaucoup à dire, travailler sur cette question-là, pour montrer à quel point dans notre société, même quand on parle de déconnexion, en vérité, on parle plutôt d'une connexion à basse intensité. Et qu'il y a quelques années, il y avait vraiment encore beaucoup de gens qui étaient déconnectés. Maintenant, il y en a de moins en moins. Une autre manière d'évoquer cette question-là, c'est pas, enfin, pourquoi, je reformule, pourquoi ces communications en ligne, certaines d'entre elles sont aussi sous tension, c'est parce qu'elles se déploient dans un univers, comme on le disait par rapport aux réseaux sociaux, qui ont certaines caractéristiques. Et ces caractéristiques, elles rendent aussi difficile, ou elles vont peut-être transformer la manière que nous avons, elles transforment déjà la manière que nous avons non seulement de communiquer, mais de nous informer. Pourquoi je dis ça? C'est parce que si on commence à regarder le fonctionnement des algorithmes, on pourrait dire, si on prend un réseau social comme Facebook, mais il y en a d'autres, que pour l'essentiel, je schématise là encore, il y a 2 fonctions. C'est qu'il y a une dimension tautologique, c'est que le système va passer énormément de temps à comprendre ce que vous aimez, ce que vous voulez, et sur cette base-là, vous servir la même chose. Donc, vous êtes le principal vecteur de ce que vous allez produire, et ce qui va vous être proposé sera une image plus ou moins, disons, fidèle de ses traductions, plus ou moins fidèle de ses propres intérêts, et on va parler notamment d'un certain nombre de phénomènes de renfermement informationnel, comme de filtres Internet. Et puis c'est aussi des univers qui sont complètement connotés. C'est pas pour rien que Facebook, par exemple, n'a pas mis le bouton dislike, mais que le bouton like, et même s'il y a beaucoup de négativité sur certains réseaux sociaux, on voit bien que leur intérêt, c'est d'essayer de créer des formes de renforcement positif qui vont sans cesse, produire des nouveaux contenus. Alors, je vais avancer un peu rapidement sur les 2 slides prochains, je m'en excuse, mais on pourrait entrer dans les détails de ces algorithmes. Enfin, quand je dis entrer dans les détails, on pourrait rentrer dans les modes de fonctionnement de ces algorithmes, parce que la manière dont l'information nous est restituée, et le fonctionnement même des algorithmes, est bien évidemment tenu secret par ces grandes compagnies. Mais ce qui est quand même intéressant de noter, c'est que dans ces modes de fonctionnement, ce qui est important pour eux, pour ce qu'on en sait, et pour les gens qui font des tentatives de reverse engineering de ces algorithmes, ce qui est important, c'est justement cette capacité à capter votre attention, c'est de s'assurer en définitive que tel type de contenu, parce qu'il a déjà suscité un peu d'intérêt, sera sans doute le mieux à même de continuer à susciter de l'intérêt, qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte, et en plus ils changent en permanence, mais quand on parle souvent de la manière de s'informer sur le monde, on sait que pour un grand nombre d'adolescents, mais pas seulement,
une des modalités d'accès à l'information, ce sont les réseaux sociaux, pas seulement Facebook, mais d'autres. Mais ce qu'on dit quand on dit cela, c'est pas simplement qu'ils vont sur les réseaux sociaux, c'est que ce qu'il leur est proposé a été malaxé par ces formules qui vont proposer des hiérarchies, notamment en fonction de la proximité, avec des thématiques qui les intéressent déjà, mais aussi en fonction de la capacité qu'a certains contenus à capter leur attention. Et on pourrait imaginer des algorithmes de journalistes qui essaieraient de maximiser l'information sur le monde qu'obtient quelqu'un qui s'intéresse sur telle ou telle plateforme. La réalité, ce sont des algorithmes qui fonctionnent sur la maximisation de l'engagement, c'est-à-dire du temps passé à consulter ces plateformes. Et cette nuance-là, elle est très importante pour comprendre l'enjeu. Alors, ce que je ne vais pas développer, mais que vous retrouvez dans mes slides, c'est un peu la description, justement, pour quelque chose qui est plus populaire que Facebook maintenant chez les jeunes comme Instagram, de voir quelles sont les dimensions qui sont valorisées par rapport à un message, et comment, justement, ces règles, alors qu'ils sont des règles de nouveau, hein, la plupart, elles ne sont pas officiellement explicitées, mais elles sont testées par les utilisateurs, comment l'ensemble de ces règles va transformer ce qui est visible et invisible. Ce sont des machines à produire des hiérarchies de la visibilité en ligne. Il suffit de faire le test que j'avais fait avec des étudiants à l'université. Ils devaient chercher sur un sujet qu'à partir de ce qui se passait après la page 4 des résultats Google, et comparer avec des étudiants qui avaient accédé à la première page, ce n'est pas le même univers. Vous n'avez pas le même monde d'informations devant vous. Et ce qui est compliqué par rapport à l'ensemble de ces systèmes, c'est que non seulement il y a une dimension algorithmique, mais bien sûr, ces algorithmes que j'ai mentionnés fonctionnent avec la collaboration des autres utilisateurs ou des utilisateurs que nous sommes tous, avec la manière que nous avons de liker, de recirculer, retweeter ces contenus-là, et tout ça est pris en compte. Alors, tout ça est pris en compte, mais c'est un univers assez complexe. Souvent, on parle de la manière d'étudier notre comportement sur les réseaux sociaux, on a parlé du web social, et puis d'un autre côté, on se rend compte qu'une part non négligeable des entités qui peuplent ces dispositifs ne sont pas des humains, mais sont des robots. On est entre 7 et 15% pour un réseau comme Twitter, de comptes qui ne sont pas pour des humains. Alors qu'est-ce qu'il y a de social en définitive dans le réseau social? Quelle est la part de social? Quelle est la part d'automatisé? Quelle est la nature de ce dialogue avec ces dispositifs qui sont programmés plus ou moins bien, de manière plus ou moins efficace? Mais ça pose quand même le paysage d'un univers très complexe dans lequel justement un outil de communication de personne à personne, il ne va pas de soi. Il est sans cesse réinterrogé par ces développements technologiques qui dit qu'en définitive, peut-être qu'une masse d'opinions favorables par rapport à un homme politique, et ça s'est vérifié dans plusieurs pays, n'est pas la production d'un engouement populaire, mais simplement la maîtrise d'une armée de bots, souvent accompagnés de un groupe de trolls qui vont produire cet effet-là. Et comment on arrive à ressortir de ça? Comment on arrive à recomposer? Alors malheureusement, l'histoire très contemporaine nous donne beaucoup d'exemples, hein, et on pourrait vraiment les développer à l'infini, mais on voit que l'exemple que je donne, c'est un exemple qui a été retiré d'ailleurs après un moment. C'était un message qui a été envoyé qui promettait aux gens de pouvoir voter lors de cette élection en utilisant simplement Twitter et d'éviter d'avoir besoin de se déplacer, d'envoyer un message à ce numéro-là et que vous votiez pour la candidate. On peut bien imaginer les dégâts que ça peut faire. Alors il y a plein de déclinaisons de ce virus-là. Je ne suis pas en capacité de dire ici, et ce n'est pas mon propos, l'effet que ça a eu réellement, hein, parce que sans doute que ça s'est dégonflé avant, mais la question, elle est de tout d'un coup, comment on arrive à faire la part des choses dans ces univers. J'ai vu qu'on mentionnait les fake news, et c'est compliqué pour les opérateurs, mais c'est sans doute aussi plus compliqué qu'on ne le croit pour les humains de faire la part des choses dans les univers où on est à la fois des informations peu vérifiées sont relayées par des gens qui ont fait confiance, mais aussi par des dispositifs complètement automatisés. Alors ça poserait cette question, et j'accélère maintenant, sur l'ouverture des boîtes noires, comment rendre lisibles les effets des algorithmes, comment exiger des formes de transparence par rapport à ces dispositifs, comment comprendre les relations croisées entre les comportements des humains et les algorithmes, parce qu'on voit bien que c'est une coproduction, et puis surtout ne pas hésiter à mettre en question la dimension politique des algorithmes. Quand je dis politique, ce n'est pas forcément uniquement leur orientation politique, mais le fait qu'ils ont une manière de structurer le monde qui est une lecture du monde et qu'il faut considérer en tant que tel, une lecture critique des algorithmes. Et le dernier point, mais qui me paraît important ici, c'est aussi cette lecture sur le long terme, on pourrait dire, de ces formes
des informations à grande échelle que l'on peut observer. La question c'est, à partir du moment où on passe plusieurs années à s'informer dans un système d'information massif, quelle est la vision du monde que nous avons? Comment arrivons-nous à hiérarchiser encore des rapports à la vérité, vérité scientifique ou autre? Là, il y aurait beaucoup de choses à dire, et on voit, enfin là je parle avec mon chapeau de responsable de musée, on voit que c'est aussi des enjeux de société que d'être capable de recomposer des hiérarchies. Alors, voilà. Je vois qu'il me reste 5 minutes. Alors je vais accélérer un peu parce qu'il me semblait que là j'étais un peu... Et je vais passer un peu comme chat sur braise sur le point suivant, mais je vais essayer ici de dire très rapidement l'idée. L'idée de ce que je voulais vous présenter ici, c'est cette question de l'automatisation. Parce que l'automatisation, ce n'est pas simplement des personnages qui vous répondent automatiquement sur les réseaux sociaux. C'est le développement de l'intelligence artificielle qui a commencé en apprenant à nous battre aux échecs, au Go, au Jeopardy, à StarCraft 2. C'est aussi des intelligences artificielles qui, de plus en plus, dont on nous parle de la manière dont elles se déploient déjà dans certains domaines d'activité, que ce soit la correction d'examens à grande échelle, que ce soit pour faire suivre ses amendes, que ce soit dans le monde des avocats, mais il n'y a quasiment pas d'activité dont ces transformations de l'intelligence artificielle ne sont pas, en tout cas, ne sont pas annoncées comme transformatrices. Et même dans des domaines comme la créativité, dont on pense souvent que c'est un des apanages de l'humain, il y a des prétentions, alors elles ne sont pas forcément, là je ne dis pas qu'elles se réalisent et qu'elles sont réalistes, mais il y a des prétentions à produire justement des formes créatives. Ici vous avez des tableaux créés par des intelligences artificielles, certains d'entre eux se vendent d'ailleurs très cher, où bien sûr il y a de l'humain, mais l'humain qui a développé l'algorithme, qui a peut-être sélectionné un certain nombre de choses. Et ça pose une question à partir du moment où, disons, ce discours sur la technologie, il encapsule de plus en plus de domaines de notre activité, pas simplement de communication interpersonnelle. Comment nous nous situons par rapport à ça? Pour être plus précis, comment est-ce qu'on arrive à négocier notre place en tant qu'humain dans des dispositifs techniques de plus en plus englobants? Ici, vous avez un exemple historique du Mechanical Turk. C'était un système automatisé qui, soi-disant, était capable de jouer aux échecs automatique. Et ce qu'on a découvert quelques années après, il a fallu attendre un moment, c'est qu'en vérité, il y avait une personne de petite taille à l'intérieur de l'appareil. Alors ça peut paraître, je vais dire, là encore, un détail, mais on peut se poser la question jusqu'à quel point nous ne sommes pas aussi en train de vivre dans un univers qui ressemble un peu à ça. Je parlais des intelligences artificielles. Les intelligences artificielles ont besoin d'énormément d'informations pour apprendre. On appelle du machine learning ou du deep learning. Mais en fait, on se rend compte que les informations accessibles, notamment en ligne, elles ne suffisent pas. Et donc ici, vous avez un exemple d'une entreprise qui va vous payer quelques centimes pour aller faire des gestes anodins, aller faire des courses, vous déplacer dans une pièce, etc., etc., avec une manière très scriptée pour que la machine puisse mieux apprendre du monde et être capable, après, justement, d'agir comme un vendeur ou comme un producteur. Je ne rentre pas ici dans ces détails, mais c'est assez intéressant de voir comment l'humain, il y a beaucoup de digital labor, comme on l'appelle, de travail numérique, qui consiste à nourrir les intelligences artificielles. Et j'allais dire, le cas le plus emblématique, c'est sans doute ce que l'on peut voir dans ces images des grands entrepôts d'entreprises comme Amazon. Mais ce qui est fascinant et peut-être un peu effrayant, c'est que la manière dont sont organisées ces immenses aires de stockage, en fait, les choses sont disposées de manière complètement aléatoire. Un livre arrive, on le met dans la première place libre du rayon, on le scanne, ça rentre dans la base de données. Il n'y a pas de classification, ça prendrait trop de temps. Alors ça veut dire une chose, ça veut dire que quand il y a une commande qui est faite, seul le système sait où c'est. Le système va dicter dans une oreillette comme celle-ci à l'humain où il doit aller, prendre ça, s'il doit l'accélérer, et puis après il doit aller dans une autre allée. Il n'y a aucun sens dans tout ça, à part la logique qui est invisible pour l'acteur humain, mais qui est calculée pour optimiser ses déplacements par l'algorithme. Et ça pose cette question à quel point, et on revient peut-être sur cette question du trottoir, c'était... Oui. Alors, 1 minute. Ah, d'accord. Donc je prends le temps je freine mon accélération, mais ça va très bien, ça va très bien. La question que je posais, c'est comme à l'image de cette ville chinoise qui testait sa voix pour téléphone portable, c'est à quel moment ces logiques numériques deviennent des principes organisateurs du monde dans lequel nous vivons.
Et c'est pas pour rien que j'ai mis d'ailleurs cette petite image d'un disque dur, parce que le random access memory, c'est-à-dire la manière d'aller chercher ou prendre de l'information sur un disque dur, n'est pas sans nous faire rappeler justement ce mode d'organisation de l'espace de stockage de ces dépôts géants d'Amazon. Alors, là encore, je veux dire, on pourrait multiplier les exemples, j'en donne encore un vu que j'ai le temps, mais qui, moi, je trouve toujours fascinant. Ça, c'est qu'il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans maintenant, je ne sais plus, c'est simplement pendant Halloween où Google a demandé à des parents d'amener leurs enfants pour qu'ils défilent, déguisés, pour qu'ils défilent devant cette voiture-là. Parce que cette voiture-là est destinée à être une voiture automatique. Et ce qui est important pour une voiture automatique, c'est d'être en capacité de reconnaître ce que c'est qu'un enfant. Pour ne pas le confondre avec un objet, avec quelque chose qui n'est pas important, avec un sac qui serait au milieu de la route et tout ça. Et donc, alors, c'est quelque chose qui est légitime, hein, on ne voudrait pas que les voitures confondent, mais qui est incroyablement compliqué, parce que simplement vous voyez à la forme des costumes que on peut avoir des apparences très différentes, et puis qui, moi, me semble assez symptomatique, on pourrait dire, de ce rapport que l'on doit construire avec ces technologies, c'est-à-dire comment on arrive à faire exister notre spécificité en tant qu'humain, notre différence, nos prérogatives, comment on arrive à ne pas se faire enfermer par un dispositif qui va d'une certaine manière décider si on l'est ou pas. Et pour avoir travaillé sur certains dispositifs de détection de robots en ligne, ce que je trouve fascinant, c'est que ces systèmes-là, pour savoir si c'est des robots et des humains, produisent 4 catégories souvent. C'est des humains qui se comportent comme des humains, parfait. Il y a des robots qui se comportent comme des robots, on peut les écarter. Il y a des robots qui se comportent comme des humains, et ça c'est problématique, et ça pose problème. Mais il y a une catégorie auquel on ne pense jamais, c'est des humains qui se comportent comme des robots. Et tout d'un coup, vous avez, que ce soit sur Twitter ou d'autres, des gens qui doivent faire preuve de leur humanité pour récupérer leur compte. Ça arrive à des milliers de personnes, hein, c'est pas anecdotique. Et donc, ce que j'essaie de dire, alors, mon but n'est pas d'être alarmiste, hein, mais mon but, il est de dire que c'est des questions sur lesquelles il faut réfléchir. C'est des transformations sur lesquelles on peut s'arrêter. Alors, pour terminer, j'aimerais revenir sur les formes d'apprentissage à l'aune du numérique, et peut-être terminer avec 3 slides un peu plus généraux, qui sont sur comment on peut considérer les formes d'apprentissage à l'aune du numérique et à l'aune de toutes ces diversités qu'on a vues, ce bouillonnement. Une partie sont aussi des promesses, hein, des promesses de vendeurs, mais certaines d'entre elles se réalisent, et peut-être qu'il faut aussi être attentif à cette dimension. Et je pense qu'un des premiers éléments, c'est quand même être conscient de ce différentiel qu'il peut y avoir entre les logiques et les temporalités des innovations technologiques et les temporalités humaines. Très souvent, si on constate ce qui s'est passé ces dernières années, c'est quasiment l'invention d'une technologie qui est diffusée directement, qui va créer souvent des appropriations, des nouveaux besoins, mais rarement il y a, j'allais dire, un temps de réflexion, un temps d'appropriation. C'est ex post qu'il va falloir commencer à réfléchir. De manière complètement unilatérale, Facebook a décidé que pour le monde entier, c'était à 13 ans que les gens avaient le droit à partir de 13 ans que les gens avaient le droit de s'inscrire sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que les données des enfants entre 13 et 18 ans ne sont pas traitées différemment que celles des adultes? Eux, ils ont mis en œuvre leur système, et après, aux humains de réfléchir. De la même manière, YouTube et tout ça, ce qu'ils ne veulent pas, eux, ils veulent une solution pour tout le monde, ils ne veulent pas embarquer la complexité du monde avec eux, mais et tout d'un coup, la réalité les rattrape aussi, et c'est peut-être une des manières de voir ces choses-là. C'est aussi prendre conscience que, et c'est pas pour rien que je mets ces affiches vintage de YouTube et Facebook, parce que à l'époque, la première fois que je les ai utilisées, c'était un pied de nez par rapport à quelque chose qui était nouveau. Maintenant, ça devient une réalité, en tout cas pour Facebook. Le taux d'adoption chez les adolescents, il est en chute libre. Hein. Je pense qu'on approche du moment où ça devient un pensum, hein, d'aller sur Facebook, hein. Comme ça peut être pour une autre génération d'écrire une lettre manuscrite ou de répondre à un vrai téléphone. Enfin, je veux dire, tout d'un coup, on voit qu'il y a des effets d'obsolescence, qui sont des fois de l'obsolescence planifiée, qui s'opèrent. Mais ça pose la question de qu'est-ce qui reste, en définitive, une fois qu'une manière de communiquer, un outil numérique tombe en désuétude.
Alors c'est pas un phénomène nouveau, ça arrive tout le temps dans l'histoire des techniques et des sociétés, mais ce qui, moi, m'apparaît comme assez fort dans les périodes actuelles, c'est qu'il y a une pression constante à cette espèce de renouvellement, à se réinventer des capacités à utiliser ces outils. C'est pour ça qu'il y a cette illustration du mythe de Sisyphe, et ça fait référence à une étude à laquelle j'avais participé avec Luc Vaudou il y a quelques années, où on avait vu que pour des gens qui sortaient de l'EPFL, comme des gens qui n'avaient jamais touché à l'informatique ou des gens qui étaient au chômage, ben, la question de rester dans la norme du numérique était quelque chose qui existait dans leur esprit, mais qui existait de manière différente. Mais ça veut dire qu'il y a une espèce de pression à être en capacité de faire partie d'un mainstream ou des attentes par rapport à cette inclusion numérique qui ne sont jamais complètement explicitées, ou des fois ils le sont faits mais de manière négative, et surtout ils sont sans cesse réactualisés à l'aune des nouvelles technologies. Là, ce qui, moi, me semble important, c'est de se rendre compte à quel point ce changement permanent, il rend peut-être invisible l'importance d'être capable d'avoir justement des compétences qui ne soient pas liées à un simple dispositif spécifique. Ce qui revient à dire, et c'est mon avant-dernier slide, ce qui revient à dire qu'il faut aussi, à mon avis, accorder beaucoup d'importance à la confrontation qu'il y a entre les usages prévus et les usages vécus. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'il y a toujours une tension entre la conception et l'usage, mais ce que je trouve toujours passionnant, intéressant et réjouissant, c'est la manière dont les utilisateurs se réapproprient ces technologies. L'utilisateur, des fois, il est un peu pieds et poings liés, mais dans la plupart des cas, si vous regardez dans le détail de ces pratiques, ben, il va inventer quelque chose, il va produire du sens, il va transformer peut-être cette réalité. C'est pour ça que j'ai mis ces deux illustrations. On a quelqu'un qui utilise un grand écran pour faire ce qui ressemble un peu à un sudoku sur Internet, et puis un jeune adolescent qui trouve un moyen de regarder un film vidéo tout en restant couché, en posant son smartphone sur une table. Alors, les exemples que je cite là sont des micro-exemples, mais je pense qu'ils sont importants justement de les identifier pour tels, parce que dire que dans ces propriétés, dans ces formes d'appropriation, il y a aussi l'innovation, il y a aussi une manière de dire, ben, moi je ne suis pas que utilisateur, j'ai d'autres dimensions, j'ai d'autres besoins, et souvent les utilisateurs sont aussi des êtres très pragmatiques, ils ont cette capacité aussi à écarter des choses qui ne font pas sens forcément dans leur quotidien. Ça veut dire, à une autre échelle, mais que l'ensemble de ces technologies, quand elles sont conçues, elles vont aussi prescrire des fois une identité sociale qui va avec. J'évoquais la distinction d'avoir un téléphone hors catégorie, qu'on va brandir, mais on voit apparaître dans le développement très contemporain de la technologie pour les seniors, comme on les appelle, tout d'un coup on voit apparaître des téléphones exprès faits pour eux. Alors ils sont plus gros, ils ont des grandes touches, et ce qui est intéressant, et je trouve important de souligner, c'est la réaction qu'ont certains seniors par rapport à ça. Pour certains, c'est des vraies solutions, parce que ça leur permet enfin d'utiliser un outil de communication, de rester en contact avec la famille. Et il y en a d'autres qui n'en veulent pas du tout. Pourquoi? Parce que l'apparence même de l'appareil, le fait que les touches soient surdimensionnées ou je ne sais quelle fonctionnalité, ça les stigmatise. Ils ont l'impression que précisément, c'est une autre manière de souligner le fait qu'ils ne sont pas comme les autres dans la société. Et donc la technologie, même, elle dit toujours quelque chose de l'identité de la personne, et je pense qu'il faut être aussi respectueux de ses sensibilités, de cette capacité peut-être de recomposer la distance. Et alors je terminerai avec simplement des ouvertures, parce qu'on va aborder, je ne suis pas du tout un spécialiste de DD, mais j'essaye d'ouvrir un peu ici sur des questionnements, sur la question des compétences génériques pour vivre dans un monde de nouvelles technologies. J'ai plutôt ici des négatifs que des positifs, vous m'en excuserez, mais il me semble important de dépasser un certain nombre de limites, et j'en mentionne ici simplement 3, il y en a beaucoup plus bien évidemment. La première, c'est une lecture strictement générationnelle, justement des appartenances à une génération qui aurait ou pas, qui serait née avec, je sais pas, le Minitel, le télétexte, Internet, Twitter, la prochaine génération de WhatsApp. Bien évidemment, ça dit quelque chose sur notre société. Bien évidemment, il y a des apprentissages sociaux qui sont liés à des époques, à des âges avec lesquels on a été mis au contact de la technologie. Mais ce faisant, phénomène qui est très à la mode, souvent on écrase la complexité d'une tranche d'âge en disant ben voilà, c'est tous des geeks. Et ça, c'est pas vrai.
Et peu importe l'âge, il y a des geeks et il y a des pas geeks. Il y a des gens qui sont acteurs ou qui ont les moyens de se déplacer dans cet univers-là avec une certaine facilité. Il y a certains qui sont beaucoup plus passifs et il y a certains qui sont désemparés. Donc je pense que c'est important d'être en capacité de reconnaître cette diversité à l'intérieur de chaque tranche d'âge ou génération, comme on les appelle, qu'ils soient natifs, migrants ou je ne sais autre par rapport au numérique. Le deuxième point, alors qui paraît là aussi une évidence, hein, c'est cette capacité à dépasser une lecture mécaniquement positive ou négative. Alors, bien évidemment, il y a beaucoup de choses que je vous ai peut-être dit ici qui peuvent sonner de manière un peu dramatique, mais ce n'est pas mon propos. Mon propos, il est plutôt optimiste, réservé, on va dire ça comme ça, mais parce que je ne crois pas qu'une vision angélique comme une vision catastrophique du rapport à la technologie est de nature à faire de nous des acteurs de ces changements. Il faut être capable de garder cette distance. Et puis, le dernier point sur lequel j'insisterai, mais ça c'est sûrement un tropisme de sociologue, c'est que très souvent on parle des usagers comme à un niveau individuel. On va regarder la consommation de chaque individu, on va regarder ce que telle personne, où il y a des faits divers qui vont... Et en définitive, je me demande si c'est vraiment une échelle pertinente pour penser sur le long terme les enjeux que représente le numérique. Parce que jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai vu des pratiques sociales en ligne ou hors ligne, c'est souvent en référence à un collectif, avec d'autres personnes, en rapport avec des attentes qu'on imagine de la part de la société, d'une institution, que tout d'un coup s'instituent des normes ou des manières d'imaginer les normes, et qu'en fait les usages du numérique ils sont essentiellement socialisés. C'est pour ça que je pense que les réflexions que vous conduisez dans vos approches, elles sont à ce point-là nécessaires, parce que le numérique n'est pas un ailleurs de la société, mais il est important de faire exister la société dans ce numérique.